Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee afin de nous aider à maintenir cette ligne éditoriale indépendante, très importante en ce moment, et de continuer à faire des émissions de plus en plus intéressantes. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Alors aujourd'hui, bonjour. Rebonjour. Alors aujourd'hui, une émission à la croisée des chemins, parce que nous avions fait une première émission sur la géopolitique par rapport au JO, avec Jean-François Lamour, ancien champion olympique et ancien ministre des Sports. Ministre des Sports, oui. Puis avec M. Fuchs sur la francophonie. Oui, Bruno Fuchs, oui. Sur le plan international, bien évidemment. Et là, aujourd'hui, avec votre invité, nous avons un expert qui va réunir ces deux univers et on va voir l'importance de la francophonie dans le sport au niveau international et donc avec les JO. Absolument, parce que j'ai invité un ami, Daniel Zielinski, qui est délégué ministériel à la francophonie sportive, donc on est au cœur, comme vous l'avez dit, du problème, et qui a un énorme avantage par rapport à beaucoup de gens, c'est qu'il connaît, il sait de quoi il parle. Il a été auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports comme directeur de cabinet. Il a été un des conseillers d'Édouard Philippe quand il était Premier ministre. Il est aujourd'hui délégué ministériel. Donc c'est quelqu'un qui connaît le sport, qui connaît la francophonie, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle. D'abord, bonjour. Bonjour, Alain. Bonjour, et merci Claude. d'être venu, Daniel. Hein, merci. Il y a un premier point d'abord, c'est quand on parle de francophonie sportive, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que la francophonie sportive, c'est quelque chose qui est tout à fait simple. C'est d'abord parler de l'espace francophone dans lequel nous allons travailler, et pas seulement, mais nous y reviendrons sûrement. Et puis la deuxième chose, c'est considérer que le sport est devenu un objet extrêmement sérieux, non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau diplomatique. Et aujourd'hui, on fait vraiment de la diplomatie pour le sport, la diplomatie par le sport. Et quoi de mieux que l'espace francophone, puisque nous avons au moins une langue et une culture en commun. Alors c'est vrai que dans ce cadre-là, dans le cadre on a du lien entre la politique et le sport. On vient de le voir avec ces extraordinaires JO, parce que ça a été une réussite indiscutable. Et je dirais personnellement, et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, ce qu'il y a eu de formidable, c'est qu'on a retrouvé la France telle qu'elle est. On ne se tapait pas dessus, on n'était pas en grève, on n'était pas en train de s'engueuler. Tout le monde était uni et tout le monde était content. Ça n'a pas duré longtemps, mais on a vu que c'était possible. Donc le sport, c'est bien ça, ça réunit tout le monde. C'est ça, c'est vraiment le gros avantage que je vois partout quand je rencontre des responsables ici pendant les JO. Ça a été une immense opportunité pour moi pour travailler la francophonie sportive. J'ai rencontré plein de ministres des sports, de la francophonie, plein de présidentes de comités nationaux olympiques, comités paralympiques. C'était une occasion merveilleuse. Mais chacun parlait plutôt des bénéfices du sport, de l'émotion par le sport, du vivre ensemble par le sport, et moins politique. Je ne suis absolument pas naïf de ce côté-là, mais c'est vrai que ce fut un grand bonheur, et je pense qu'on peut s'appuyer sur le sport aujourd'hui, justement pour imaginer, pour avoir une francophonie qui soit renouvelée, qui soit redynamisée, et ça peut être vraiment un excellent facteur. Le sport, en définitive, c'est une activité économique considérable en France. C'est considérable en France et dans le monde. Et c'est vrai que j'ai toujours le plaisir à le dire parce qu'on ne l'imagine pas. On imagine le sport, détente, le sport. Bon, on voit de plus en plus de choses et les Jeux Olympiques nous ont montré différentes facettes du sport. Et ça nous a ouvert des champs. C'est vrai que le sport est devenu quelque chose de très sérieux au niveau économique. En France, ça représente 448 000 emplois. Ça représente 71 milliards d'euros du PIB. C'est une activité qui est beaucoup plus importante que l'activité du tourisme. Mais oui, c'est ça, ça veut dire c'est plus fort que le tourisme. C'est 50% de plus. Tout le monde nous parle du tourisme et personne ne parle du sport, alors que ça représente économiquement parlant, financièrement parlant, beaucoup plus d'argent. Et le sport ramène en même temps du tourisme. On a vu avec les 15 millions de visiteurs que nous avons eus cet été. Et ça représente au niveau mondial 1200 milliards en 2023, 1200 milliards. Ça représente 2 à 3% du PIB international, mais avec des grandes disparités. Et c'est ça que nous pouvons travailler aussi dans le monde économique francophone sportif. C'est, par exemple, en Afrique, ça représente 0,5% du PIB. Mais ça bouge beaucoup. Et il y a un deuxième facteur qui est très important aussi, c'est l'organisation des grands événements sportifs internationaux, ce qu'on appelle dans notre jargon les GESI.
Les grands événements sportifs internationaux, aujourd'hui, ça représente, il y a eu une enquête récente en 2022 qui a démontré que ça représentait 16,5 milliards de dollars par an au niveau mondial. Un marché en croissance de 6,5% par an, et nous atteindrons en 2027 31 à 32 milliards de dollars par l'organisation des grands événements sportifs internationaux, les JO bien sûr, mais plein d'autres. Alors, on est en train, là c'est un message presque à nos gouvernants actuels, à nos ministres, parce que quand on entend qu'il faut réindustrialiser la France, il faut relancer l'économie, il y a plein de choses hein, évidemment, ne serait-ce que pour compenser nos déficits, en définitive, le sport est un outil qui pourrait nous permettre d'y contribuer. C'est bien ça. C'est exactement ça. Au niveau national et au niveau international. Oui. Nous avons un vrai savoir-faire et nous avons de vraies lacunes. Le vrai savoir-faire, c'est énormément d'entreprises françaises et francophones qui ont un vrai savoir-faire. Est-ce qu'on sait par exemple que l'entreprise Grigori, qui est de Toulouse, Grigori International, a créé 50% des terrains de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Nous avons des vraies pépites qu'on ignore un peu, toujours on a par plein de petites sociétés capables, qui savent faire des choses comme ça. Tu as raison. Contribuer, organiser, oui. Et c'est justement le défaut que nous avons en France et en pays francophones, c'est que nous avons des très petites entreprises. Et c'est-à-dire que j'étais chef de la délégation des Jeux de la francophonie à Kinshasa l'année passée, en 2023. Ouais. Il y avait des entreprises présentes, les Américains, les Turcs, les Chinois, les Indiens, une entreprise française, Vivendi, pour la restauration. Pour les Jeux de la francophonie, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. On est mauvais. Et qu'est-ce qui fait qu'on est mauvais ? Tu me permettrais juste d'interrompre une seconde, ouais. Avant de continuer. Ouais. C'est je rappelle aussi à tout le monde que Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo, qui est le pays au monde où il y a le plus de gens qui parlent français. 115 millions de Congolais parlent français. C'est beaucoup plus gros que la France. C'est le double presque de la France. Parce que moi, je t'ai interrompu quand tu étais en train de parler des petites entreprises. Oui. La petite entreprise française qui était là au milieu des grands... Enfin non, il y avait Vivendi. Mais en dehors de Vivendi, il n'y avait pratiquement personne, alors que c'était un énorme marché. Ce sont des énormes marchés. Il y a eu des appels à projets. Alors, c'est compliqué de travailler dans les pays africains. Effectivement, certains, c'est un peu plus complexe dans la façon de répondre aux appels d'offres et aux marchés. Mais ceci dit, notre problème que nous avions, c'est de réunir des savoir-faire de plusieurs entreprises pour répondre à un appel d'offres. Or, les Chinois, les Américains, les Turcs viennent avec une énorme entreprise qui répond à l'ensemble du marché. Nous, on a, par exemple, Natural Grass, qui est le fleuron international des pelouses, qui peut construire, qui fait des pelouses aujourd'hui dans un désert. Ils ont un secteur de recherche énorme. C'est une des meilleures entreprises françaises, celle-ci. Mais lorsqu'on veut créer un stade, on n'a pas besoin que de la pelouse. Il nous faut des gradins, il nous faut des matériels de sécurité. Et là, donc, il nous faut faire appel à une dizaine de petites entreprises. Et donc, il nous faut organiser tout le secteur pour pouvoir mieux répondre au niveau international. Et moi, ce qui m'intéressera, c'est évidemment le monde francophone. C'est-à-dire que dans le monde francophone, il y a de plus en plus de volonté d'organiser des grands événements sportifs internationaux. Et donc, ça m'intéresse de savoir quels sont ces grands événements qui vont arriver pour les signaler aux pays, aux entreprises françaises. Donc, une mission complémentaire, si tu veux, qui fait partie de ta mission, mais une mission qui est d'essayer de mieux structurer l'offre française en amenant les entreprises françaises à se rapprocher, comme font les entreprises allemandes, comme font les entreprises anglaises ou américaines, par exemple. C'est ça. Organiser ensemble une réponse à l'appel d'offres. Ouais. Qui n'est pas toujours très simple. Non, en France, c'est pas évident. Hein. On répond quelquefois un peu trop tardivement sur certains marchés. Et deuxièmement, connaître les perspectives de marché dans les années à venir. Je vais faire une chose qui est très simple, qui va être très complexe à faire, c'est lister les grands événements sportifs internationaux des 15 années à venir. Comment on fait ça ? Ça va être très complexe parce qu'il y a énormément d'acteurs différents. Sûr, oui. Mais rien que ça nous permettra aussi de contacter ces entreprises françaises et francophones et de leur dire il va y avoir un tel événement dans les années qui viennent. Ça vaut le coup d'aller rencontrer les responsables dès maintenant. Ben oui, puis ça permettrait de développer l'économie, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous avez parlé du coût, du montant énorme, effectivement, du marché du sport à l'international. Vous avez parlé des projets d'événements sportifs internationaux. Et ça me rappelle, nous avions fait une émission avec votre ami Claude Revel sur les normes. Et nous avait expliqué que l'Angleterre avait, suite au JO de Londres, s'était spécialisé dans les normes sportives pour grands événements internationaux.
Et là, il y a peut-être un travail à faire en France, suite au succès des JO parisiens, de prendre position, parce que les normes décident aussi de qui est le mieux placé pour répondre à des appels d'offres. Et ça, c'est un outil stratégique. Les normes des fédérations internationales, comme les règlements de compétition, l'ensemble des fédérations internationales, aujourd'hui, sont prises en main par des anglo-saxons, voire des Russes, voire d'autres. Très peu de Français et très peu de francophones. On en trouve, pas forcément en présidence. L'un des bons exemples que nous avons, c'est que nous avons David Lapartien, qui est président de l'Union cycliste internationale, qui est président du Comité national olympique sportif français. Et le sentiment du moment me dit qu'il serait prêt à remplacer Thomas Bach au CIO, qui arrête son mandat. Mais, en tout cas, ça se dit. Et donc ça veut dire qu'il faut nous allier. Donc on a créé, par exemple, des alliances francophones du surf, des alliances francophones d'escrime. L'objectif est multiple. Bien sûr, on a la langue en commun, c'est un outil et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dire il nous faut prendre des postes. Et si on est seul à défendre une candidature francophone, ou on est 2 ou 3, ça ne marchera pas. Par contre, si on est 80, 90 pays ensemble, francophones, à créer cette alliance francophone, et on discute avec les futurs candidats aux présidences internationales, là, on prend un pouvoir. Dernière chose, avant les normes, ou parallèlement aux normes, il y a les règlements de compétition. Aujourd'hui, les fédérations internationales étant dans les mains anglo-saxonnes, les statuts des fédérations sont en anglais, les règlements de compétition sont en anglais, les tribunaux sont des tribunaux jurisprudentiels et non pas de droit écrit comme les nôtres. Et lorsqu'il y a un recours, bonjour, pour la fédération internationale ou la fédération française, par exemple, ou la fédération francophone, c'est de prendre des juristes internationaux, des interprètes agréés, ça coûte cher, on n'est pas sûr de gagner parce que ce ne sont pas nos habitudes. Et donc, si on pouvait effectivement avoir des règlements de compétition, par exemple, la Fédération internationale de surf, il y a 3 mois, donc 2 mois avant les JO, a changé le règlement de compétition qui a exclu des qualifiés français de surf. Et donc, recours international. Voilà, donc ça montre bien la stratégie qu'il faut mettre en place, y compris sur les normes. Après, je dirais que dans beaucoup de pays, on n'est pas très à cheval sur les normes, peut-être pas assez. Et il y a une dimension qui est très intéressante aussi à partir des normes, c'est un écheveau, c'est que lorsqu'on crée un grand événement sportif international, lorsqu'on a cette idée, en fait, on travaille aussi la dimension sociale dans le pays, pour l'acceptabilité du grand événement. La foule qui a faim, qui dit mais à quoi ça sert? Vous avez dépensé plein d'argent pour faire un truc, mais moi, j'y gagne quoi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? En quoi ça peut m'aider? L'aspect de développement durable. Aujourd'hui, plus personne ne peut construire, faire quelque chose d'imaginé avec plus ou moins de succès. Oui. On l'a vu à Kinshasa, mais ce développement durable. Et puis on sait très bien aussi que quand on fait un grand événement sportif international, comme ça a été le cas de Kinshasa, c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais ceci dit, pour le président de la République, Tshisekedi, qui avait voulu ce grand événement, qui était présent tous les jours pour pousser les entreprises, pour lui, ça a été un gain international d'image qui est extrêmement important et qui rentre dans l'influence. On est loin du sport, mais le sport a aidé aussi de ce côté-là. Comment ça se passe? Les relations sont bonnes. Il y a des échanges entre tout le monde? Il y a une organisation qui fait, en dehors de l'organisation de la francophonie, mais dans le sport, comment ça fonctionne pour justement vous soyez ensemble ou vous essayez d'imaginer ensemble? Ou alors est-ce que vous êtes en train de le construire? Je pense qu'on est d'abord en train de le construire. Quand je suis revenu de Kinshasa, j'avais repéré justement les problèmes. Il y avait énormément de partenaires qui me disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la France? Mais on a envie de travailler avec la France. Et c'est vrai que j'en ai parlé au ministre. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, était venue passer du temps avec nous, la ministre de la Culture et ministre des Affaires étrangères, puisque ma mission a été signée par les 3 ministres. Donc je leur en ai parlé. Ils m'ont dit Banco, aide-nous à développer une stratégie de francophonie sportive. Parce que visiblement, ça n'existe pas vraiment. Et nous aussi, il va valoriser la langue française dans le sport, on pourra en parler, parce que c'est quelque chose qui est lié. Mais alors attends, mais justement, les pays, quand tu vois, alors tu parlais de Kinshasa, mais tous ces pays francophones avec qui on est en relation dans le cadre du sport, ils viennent spontanément, ils ont conscience aussi de l'intérêt de se regrouper, ou il faut prendre son bâton de pèlerin et les convaincre un par un de collaborer?
Je crois que les deux démarches sont importantes. Certains pays sont convaincus que la démarche est importante. C'est le cas du Québec pour plein de raisons. Quand j'ai rencontré le Québec, la déléguée générale en France du Québec, c'est à peine si on ne s'est pas tombé dans les bras l'un de l'autre en disant il y a vraiment quelque chose à faire. Bruxelles, Wallonie, il y a des pays, Sénégal, parce qu'ils se organisent les Jeux olympiques de la jeunesse, la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses. Et il y a des pays, Kinshasa avec la République démocratique du Congo, qui disaient mais il y a quelque chose à faire ensemble. Ils venaient me voir, moi, pas moi uniquement, non, mais dans français, le cadre, voilà. en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et d'autres, où ça vaut le coup d'aller les rencontrer en disant mais vous êtes la Guinée équatoriale, vous allez organiser les Jeux de la plage en 2027. Vous voyez comment ça se passe à Kinshasa. C'est compliqué d'organiser un grand événement sportif. Un grand événement sportif comme Kinshasa, c'est 3600 personnes, 12 jours sur 24 sites différents. Voilà un peu une définition. Ce n'est pas les JO. Hein. Les JO, c'est bien plus gigantesque. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Mais il faut l'organiser quand même. Les Jeux de la francophonie, 24 sites différents, la logistique derrière, l'organisation médicale, sécurité, transport, etc., c'est quelque chose. Et ce n'est pas naturel. Et donc, je discutais avec l'Arménie en disant, mais vous avez super infrastructures sportives pour organiser Erevan ou les futurs Jeux de la francophonie, ou en Guinée équatoriale, les Jeux de la plage en 2027. C'est super, mais vous avez organisé déjà. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, pour les pays francophones qui ont un savoir-faire, vous aider à organiser? Et ça, c'est intéressant parce qu'on rentre aussi dans une dimension francophone qui n'est pas la dimension du combat. Là c'est clair. En matière sportive, qu'est-ce qu'on a à gagner si nous, on sait faire plein de choses? Tout ce qu'on a à gagner, c'est justement les aider à mettre en place les fédérations, à structurer l'aspect fédéral du sport. En Afrique, on n'a pas de fédération du sport. On a des clubs, on a peu de fédérations. Ils n'ont pas l'habitude. C'est à former les sportifs de haut niveau. Ils ont des sportifs de haut niveau. On est dans la solidarité, dans le travail en commun, mais en même temps, soyons pas naïfs. Si on peut promouvoir des entreprises françaises et francophones pour aller construire des sites en disant on vient en même temps vous aider. L'INSEP en France va former vos sportifs de haut niveau, on vient en même temps former vos arbitres, on vient, etc. On vient vous aider dans les normes, dans les infrastructures. Eh bien, ça aussi, ça participe à l'influence. Et nous, derrière, ça nous permet aussi. Et je garde bien ce mot d'influence contre le lobby anglo-saxon. Il faut que l'influence francophone sportive soit forte. On n'est pas uniquement dans la solidarité, on l'est par rapport aux fédérations, par rapport au peuple, etc. Mais nous, derrière, on a quand même des intérêts communs de la francophonie économique sportive. Si on va les aider effectivement à monter ou à perfectionner les fédérations, l'organisation et autres, c'est une véritable entraide. Et justement, on sort un peu de ce qu'a été un peu la France pendant très longtemps, qui était une puissance vue plutôt comme étant coloniale ou ayant des relents coloniaux. Et là, on passe dans un autre domaine. On est d'égal à égal, on essaie de les aider dans les domaines où on connaît un peu plus qu'eux pour le moment, et on les prépare. Et quand on fait venir et quand on fait monter des champions, ça veut dire que c'est bien. Ça donne une dimension qui est encore complémentaire et supplémentaire qui est très intéressante. C'est-à-dire que l'Agence française de développement travaille beaucoup maintenant le sport. C'est devenu un axe fort. Et il y a eu un financement de 60 millions d'euros pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Il y a eu 50 millions d'euros qui ont été donnés à la République démocratique du Congo au lendemain de Kinshasa. Pour dire, on vient vous aider, on vient vous structurer, etc. Ça, c'est l'aspect français. Mais moi, quand je vais quelque part, même si je suis fonctionnaire français, j'y viens avec la dimension francophone. Parce que je sais que j'ai rencontré le Québec, j'ai rencontré Bruxelles-Wallonie, j'ai rencontré tel pays, et je sais qu'ils sont prêts à venir faire partager ces domaines-là. Et cette dimension-là est extrêmement intéressante. Et ce que tu dis là aussi est fondamental. Il faut le savoir quand on travaille un dossier, c'est-à-dire, encore une fois, je ne suis pas naïf, la francophonie sportive, c'est une grande économie, etc., c'est chouette, ça permet plein de choses. Il ne faut pas oublier le passé, il ne faut pas oublier l'histoire, et c'est vrai que quand on parle francophonie, on revient toujours à Senghor, on revient toujours à Diori, le Nigérien, on revient toujours à Sihanouk, le Cambodge qui va accueillir le prochain sommet de la francophonie dans 2 ans, et peut-être qu'il serait partant pour les Jeux de la francophonie. Je suis en train de travailler avec eux pour qu'ils organisent les Jeux de la francophonie. On pourrait oublier 5 continents. Et je rappelle, mais vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas, que la francophonie, c'est pas venu de la France. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de Français. Il y avait Sihanouk, il y avait donc Senghor, il y avait Diori, il y avait Bourguiba. Mais à l'époque, le pays de Gaulle
voyaient d'un mauvais œil cette francophonie. Donc on ne peut pas dire que l'esprit de la francophonie à l'origine était de continuer à colonialiser d'une autre manière. Il faut bien percevoir la francophonie n'est pas du tout justement un système colonial ou une résurgence ou une continuité du système colonial, parce qu'on le voit bien, la francophonie c'est autre chose. Ce sont des pays qui parlent la même langue et qui, parce que ça donne quelques facilités, on peut échanger, on peut faire des choses ensemble, mais d'égal à égal. Hein. Tu as raison, c'était vraiment le fondement des écritures de Senghor, et je vais me greffer au niveau sportif dessus, qui disait qu'il faut, sans oublier le passé colonial, bâtir dessus, mais ce n'est pas du tout le colonialisme qui a fondé la francophonie, mais en même temps, c'est aussi la culture de la langue française et la culture de l'humanisme. C'est-à-dire, pour une fois, on s'occupe d'hommes, hommes et femmes, et c'est ça l'ambition de la francophonie, c'est d'échanger entre nous pour moderniser, pour aller plus loin dans le respect des hommes et des femmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de sport, je me sens tout à fait à l'aise de dire les valeurs du sport, c'est quoi aujourd'hui ? Bien sûr, au niveau économique, mais c'est le sport inclusion au niveau handicap. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide, y compris chez nous, c'est le sport émancipation. La République démocratique du Congo, avec l'Agence française de développement, vient de faire une immense enquête, puisque c'est un immense pays, sur les freins à la pratique sportive féminine en République démocratique du Congo. Et ça, ce sont les valeurs de la francophonie. On a fait aussi avec le Conseil de l'Europe sur l'émancipation des femmes, la lutte contre la violence dans le sport. On a fait tout un travail avec les pays européens au sein du Conseil de l'Europe, mais l'ouvrir à l'Afrique et aux autres pays francophones. C'est-à-dire vraiment ce partage de valeurs, ce partage de savoir-faire et ces plaidoyers. Parce que le sport, ce n'est pas uniquement la pratique, aider une fédération, etc. C'est aussi un ensemble de recommandations, de plaidoyers qu'on peut faire passer par le niveau international sur les États et pas seulement par les clubs et les fédérations. Oui. Et ça aussi, c'est intéressant, cette prise pour travailler ensemble au niveau des États, des gouvernants, mais en même temps promouvoir cette francophonie au quotidien au travers des clubs et des fédérations sportives. Oui, tu as quand tu parles justement de l'émancipation des femmes, par exemple, qui est un vrai problème au niveau mondial, parce qu'il y a quand même toute une partie du monde où c'est pas encore, c'est moins qu'on puisse dire, au niveau qu'on pourrait souhaiter. Mais il est certain que si nous, les Occidentaux, on veut imposer quelque chose, on est perçu de très, très, très mauvaise manière, et avec raison. En disant, de quel droit vous allez nous imposer quoi que ce soit Qu'est-ce qui justifie que vous puissiez vouloir nous dire que ce qu'on doit faire, on est suffisamment grand pour savoir. On est indépendant, on a le droit de faire ce qu'on veut. Par contre, le sport est un formidable moyen pour les femmes, effectivement, par les règlements, par les pratiques, d'émancipation, parce que là, c'est en interne. Il n'y a pas de problème, peu à peu ça évolue et c'est des progrès permanents. Tu as tout à fait raison, et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ma mission, c'est que moi je suis très pragmatique. Quand je rencontre quelqu'un dans un pays, on ne parle pas des grandes valeurs fondamentales. On ne commence pas par les grandes valeurs fondamentales à la francophonie. Ça marche pas, on l'a vu. On discute concrètement, qu'est-ce que tu peux faire. Il faut rester concret. Et donc ça c'est intéressant. Mais il y a une deuxième dimension qui est intéressante aussi par rapport à ce que tu dis, et pour passer le cap du frein, de dire un pays veut nous imposer ou a des bonnes idées, mais bon, c'est pas la réalité de notre pays, c'est la multilatéralité. Pardon. Et ça, c'est vrai qu'avoir l'OIF, où tous ces pays sont présents, où tous ces pays décident en même temps, là, faire passer des stratégies, et notamment une stratégie francophonie sportive au travers de l'OIF, ça donne une autre dimension. Tous les pays étant pris dans la dynamique. Et là, tout le monde est égal et tout le monde fait la même chose, peu à peu en évolution. Et là, il n'y a pas un pays comme le nôtre qui est censé imposer à tout le monde sa vision en pensant que c'est la seule vraie. Non. Et on vient picorer chez les uns et les autres, ce qui peut être intéressant. Il faut avoir un intermédiaire, c'est ce que je fais modestement aujourd'hui, je sers d'intermédiaire en disant, par exemple, je rencontrais la ministre des Sports du Québec, 3 fois médaillée olympique, et j'apprends que le Québec travaille très bien à développer un secteur de recherche sur les commotions cérébrales dans le rugby. Alors nous, on travaille bien ce sujet en France, mais on n'a pas développé un secteur de recherche. Le secteur de recherche dans le sport est encore à développer chez nous. Et donc, je me dis, mais voilà, même pour nous, un axe de travail. Utile, évidemment, c'est collaborer. C'est utile pour la RDC, c'est utile pour l'Afrique du Sud, c'est utile pour tout le monde. Et ils sont prêts à le partager. Alors vous venez de parler du rugby, et nous avions invité ici aussi pour une émission notre ami Abdelatif Benazi,
ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, et qui a la même vision que vous, c'est-à-dire que il se projette sur l'international. Je crois même qu'il a annoncé qu'il se présentait à la présidence des instances internationales de rugby, et il veut faire tout un travail vers l'Afrique. Il a une triple casquette, Abdelatif Benazi. Il est d'origine marocaine, il est français, capitaine de l'équipe de France de rugby, et il a joué en Angleterre. Donc il maîtrise un peu les trois domaines, et il a une vraie vision sur les valeurs du sport, bien évidemment, et appliquée pour développer ce sport en Afrique. Et vous parliez aussi du sport et de la diplomatie, et il nous avait raconté qu'au moment des essais nucléaires français à Mururoa, la France n'était pas très bien vue du côté australien et du côté de la Nouvelle-Zélande, et le président Chirac l'avait envoyé faire une tournée sportive avec le 15 de France, de rugby, et ça avait assoupli, aplani un certain nombre de problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a toute une stratégie à mettre en place, que ce soit pour valoriser la langue, que ce soit pour la stratégie sportive. L'OIF a fait beaucoup de choses, par exemple dans les précédents Jeux Olympiques, il avait nommé des grands témoins, etc. Bon, voilà, la stratégie a un peu tourné, et il y a un vrai besoin d'avoir cette vision à moyen et à long terme. Mais il y a 22 pays qui veulent progresser dans leur statut. Il y a statut d'observateur, membre associé et statut de plein droit. Et il y a des pays qui veulent rentrer et des régions qui veulent rentrer en francophonie. Donc non, la francophonie n'est pas un vieux machin qui subsiste. La francophonie se développe. La langue française, 321 millions de locuteurs, environ 700 en 2600, 700 en 2050, grâce à la démographie africaine. Ça veut dire on a en 4 ans, on a eu 21 millions de locuteurs français en plus. Oui, ça c'est très important parce que, malgré tout, quand tu donnes ces chiffres, tu te rends compte que par exemple, on va doubler le nombre de francophones dans les 30 années à venir. Même pas dans les 25 années à venir. Bon, on s'aperçoit que la langue française, là, comme système d'échange, est une langue dynamique et qui se développe. Parce qu'on a tendance à croire, en France, on a une malheureuse tendance à croire qu'on est complètement mangé par les Anglais et les anglophones, et que tout est fini. N'empêche qu'au niveau mondial, ça va dans l'autre sens. On se développe. Et ça, c'est grâce à l'Afrique, c'est vrai, mais c'est très important. C'est très important pour tout. C'est très important aussi de savoir pour les entreprises qui travaillent dans le domaine du sport qu'on va doubler le nombre de populations et donc doubler le nombre de supporters, de personnes qui vont regarder des émissions de télévision, qui vont prendre des abonnements. Si ça, c'est pas un marché, j'y connais rien. Et donc, il faut le dire, y compris aux entreprises qui ont tendance à avoir cette tendance française, tu as tout à fait raison, de considérer que notre langue est has-been et donc il faudrait passer à autre chose. Et d'ailleurs, on utilise beaucoup d'anglicismes, y compris dans le sport. On viendra peut-être sur la langue parce que tous les nouveaux sports, toutes les nouvelles disciplines viennent des pays anglo-saxons et tout est en anglais. Ça, c'est une partie de mon travail. Mais cet aspect de langue où j'assistais, on fait un pitch, tu es leader, tu fais du management, et les Anglais se foutent de nous. Mais qu'est-ce que ça représente ? Ça ne représente rien. En plus, vous utilisez mal les mots. Et ça représente quoi ? Et l'autre en face semble faire un peu de lyrisme. Ça fait chic. Je ne sais pas ce que ça fait, mais bon. Pendant les JO, je crois qu'il y a eu un gros travail de fait où il y avait même une application pour transformer les noms anglais liés au sport avec leur traduction en français. On a fait un très très gros travail avec le ministère de la Culture et là pour l'occasion, pour ce projet-là, qui était donc une application qui a été créée conjointement par le comité d'organisation des Jeux Olympiques avec le ministère de la Culture et nous, le ministère des Sports, on a créé le Coach Sport 2024. On a mis, avant ça existait, il y avait des lexicosports pour tous les touristes qui voulaient venir en 2, 3, 4 langues, mais surtout en 2 langues, français et anglais, puisque ce sont les 2 langues de la charte olympique du CIO. Et on avait un lexicosport qui était version écrite, un espèce de dictionnaire, plus personne n'utilise ça. Après, on a eu des CD-ROM, plus personne n'utilise ça. On a créé une application pour Rio, une application indépendante, personne ne regardait. Donc je me suis dit, il n'y a qu'un seul site aujourd'hui où tous les arbitres, tous les sportifs, tous les touristes, tout le monde va aller voir, c'est le site Paris 2024. Donc je dois travailler avec eux. Quand j'en ai parlé à Paris 2024, je ne vais pas trahir de secret, je leur dis, on va mettre tout le vocabulaire qu'on a travaillé avec le ministère de la Culture, avec l'Académie française, tout ça c'est devenu officiel, ça part au journal officiel, ça rentre dans les dictionnaires, donc on vous donne du travail. Voilà. Et tous les termes
technique de chacun des sports. Ce n'est pas le nom du sport, c'est les passages, les mouvements, etc. On va le mettre pour vous. La première réponse m'a été de dire, est-ce que tu as l'accord du CIO, de l'International Paralympic Committee pour les Paralympiques et l'ensemble des fédérations internationales? Moi, j'ai répondu, je ne dirai pas qui m'a dit ça, mais j'ai répondu, tu sais, les JO, c'est dans 6 mois, c'est pas dans 20 ans. Donc, si tu attends toutes les réponses, on n'y arrivera pas. Me dit oui, mais ça m'embête parce qu'il faudrait l'accord de tout le monde. On n'aura jamais l'accord de tout le monde, c'est une façon de dire qu'on n'y arrivera pas. Et le CIO nous avait dit, comme c'est le CIO qui gère l'ensemble du système web, le CIO m'a dit, moi j'en veux pas, je veux pas greffer quelque chose dessus. Et donc on est passé par la bande, on est passé par des personnes qu'on connaissait dans les systèmes de développement, des nouveautés, des nouvelles techniques. Ils avaient prévu de faire un petit glossaire sur les mots techniques. On dit, on vous donne tout, mettez tout, on a travaillé ensemble. Et il y avait donc une petite frise avec un drapeau français. On disait dites-le en français et on pouvait cliquer. Et on a eu 272 000 visites de mémoire. Et ça a été un vrai succès. C'est la première fois qu'il y avait ceci. Et ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est que c'est devenu du coup un outil du comité d'organisation des Jeux et donc du CIO. Et donc, on espère qu'on gardera en héritage pour Los Angeles. C'est pas gagné, mais on espère. Mais à côté de ça, il y a eu plein de choses qui ont été organisées. On a travaillé tous les nouveaux sports olympiques, le break, le surf, l'escalade sportive, parce que tout était en anglais. Et on le donnait aux journalistes francophones. Je ne m'adressais pas aux sportifs, je m'adressais aux journalistes francophones en disant... Voilà, vous allez commenter les images. Si vous utilisez les mots anglais pour dire, voilà, le breaker, il a fait un beau ollie, ça nous fait une belle jambe, mais on ne comprendra rien. Donc, il nous faut nous expliquer, donner des définitions en français, vous, pour qu'on vive encore avec plus d'émotion. Nous, francophones, pas nous, français, nous, 321 millions d'habitants, de francophones, de locuteurs francophones, d'utiliser. Donc, il y a plein d'outils qui ont été mis en place dans ce domaine-là pour favoriser la langue française. On vient de couvrir, grâce à toi, on vient de couvrir toutes les facettes de cette francophonie sportive, en terminant par la langue, et en voyant toutes les possibilités qui s'offrent, parce que c'est ça surtout. Tu nous as montré plein de choses que vous avez faites, que vous faites, et les possibilités du futur. Donc il y a un vrai champ d'opportunités pour la France dans le futur. Et moi, pour conclure, je voudrais ajouter une chose. C'est que, quand vous regardez bien, on en a parlé dans d'autres émissions, depuis 500 ans, les Occidentaux ont voulu imposer au monde leurs valeurs en disant que c'était des valeurs universelles, alors que c'était des valeurs coloniales imposées par celui qui avait la force aux populations qui étaient dessous. Clair. On en a parlé, c'est très clair, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est refusé dans beaucoup de pays du monde de ce côté-là. Mais par contre, si vous regardez les valeurs sportives, celles-là, elles sont universelles parce que dans tous les pays du monde, ces valeurs-là sont des valeurs de référence. Donc probablement par le sport, oui, nous avons actuellement encore un vrai moyen d'avoir au niveau mondial des valeurs reconnues et pratiquées par tout le monde. Et alors bien sûr pour nous dans le cadre de la francophonie. Eh ben, merci Alain pour cette conclusion hautement philosophique. Ah mais oui, mais il faut le dire. Oui. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission et certainement nous reviendront plusieurs fois sur l'évolution du sport et de la francophonie, en espérant qu'on sache surfer sur ce grand succès qu'ont été les JO de Paris. Merci et à très bientôt. Merci Daniel. Merci Alain.